Histoire. La vie sombre de Catherine de Médicis. Plongée dans l'univers ténébreux de Catherine de Médicis, une reine dont le nom est à jamais lié au massacre de la Saint-Barthélemy, 1572. Cette histoire captivante explore les facettes les plus sombres et méconnues de sa vie. Des rituels occultes effrayants, une obsession maladive pour le pouvoir, jusqu'aux secrets terrifiants enfouis dans son esprit tourmenté. Loin des récits historiques et traditionnels, chaque partie dévoile une dimension unique, mêlant faits historiques, analyses psychologiques modernes et descriptions vivantes pour révéler une Catherine complexe, à la fois manipulatrice et hantée par ses propres démons. Des intrigues de cour aux décisions cruelles qui ont changé la France. Ce récit vous entraîne dans une exploration horrifique des tragédies et bouleversements sociaux. Préparez-vous à découvrir une vérité qui dépasse l'imagination. Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. L'ombre d'une reine. Imaginez une nuit sans lune, où les murmures des complots résonnent dans les couloirs sombres du Louvre. Une femme, drapée de noir, se tient seule, un miroir à la main, scrutant des visions que nul autre ne peut voir. Cette femme, c'est Catherine de Médicis, la reine dont le nom évoque à la fois crainte et fascination. Mais saviez-vous qu'elle consultait des sorciers et des astrologues pour prédire l'avenir, croyant que son destin était lié à des forces surnaturelles? Bienvenue dans une exploration terrifiante de sa vie, où les secrets les plus sombres de l'histoire prennent vie. Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Catherine de Médicis, née en 1519 à Florence, n'était pas destinée à devenir une figure centrale de l'histoire française. Orpheline à peine un mois après sa naissance, elle grandit dans l'ombre de la puissante famille Médicis, connue pour ses intrigues et son mécénat artistique. Mais ce que les livres d'histoire omettent souvent, c'est l'obsession de Catherine pour l'occulte, une fascination qui a façonné ses décisions les plus controversées, y compris celles qui ont conduit au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Dès son arrivée en France, à l'âge de 14 ans, pour épouser le futur roi Henri II, Catherine se trouva isolée dans une cour hostile. Les courtisans français la méprisaient, la surnommant l'Italienne, un terme chargé de méfiance envers ses origines florentines. Pourtant, elle apprit rapidement à naviguer dans ce monde de trahison, utilisant des moyens qui dépassaient l'entendement de ses contemporains. Les archives historiques, comme les écrits de l'historien Jean Aurieux, mentionnent son intérêt pour l'astrologie et les prophéties, influencées par son compatriote Nostradamus. Mais ce que peu savent, c'est qu'elle organisait des rituels nocturnes dans les sous-sols du château de Blois, où des miroirs magiques et des incantations étaient utilisés pour invoquer des visions de l'avenir. Imaginez-vous dans cette époque, une jeune femme, seule dans un pays étranger, entourée d'ennemis, se tournant vers des pratiques interdites pour trouver du réconfort. Mais ces rituels n'étaient pas innocents. Selon des témoignages de l'époque, comme ceux rapportés par l'ambassadeur vénitien Giovanni Michiel, Catherine croyait que des sacrifices symboliques, parfois de petits animaux, étaient nécessaires pour apaiser les esprits et garantir la survie de sa dynastie. Ces pratiques, considérées comme hérétiques par l'Église, étaient un secret jalousement gardé, connu seulement de ses plus proches confidents. Son obsession pour l'occulte ne se limitait pas à la divination. Catherine collectionnait des objets étranges, des talismans gravés de symboles alchimiques, des fioles contenant des liquides mystérieux et même, selon certaines rumeurs, des restes humains qu'elle conservait dans des boîtes scellées.
Ces objets, décrits dans les mémoires de Marguerite de Valois, sa fille, étaient censés lui donner du pouvoir sur ses ennemis. Mais à quel prix? Les rituels de Catherine, bien qu'ils lui donnaient un sentiment de contrôle, alimentaient également sa paranoïa, la poussant à voir des complots partout, même parmi ses alliés. Du point de vue psychologique moderne, cette obsession pourrait être interprétée comme un mécanisme de défense face à son impuissance initiale à la cour. Selon le psychologue Carl Jung, les rituels occultes peuvent refléter une tentative de contrôler un monde chaotique. Pour Catherine, une femme dans un monde dominé par les hommes, ces pratiques étaient peut-être sa manière de reprendre le pouvoir. Mais cette quête de contrôle l'a menée sur un chemin sombre, où chaque vision prophétique semblait annoncer une tragédie imminente. Alors que la guerre de religion entre catholiques et protestants huguenots s'intensifiait en France, Catherine se trouva au cœur d'un conflit qui menaçait de déchirer le royaume. Ses visions, souvent floues et inquiétantes, la convainquaient que la survie de sa famille dépendait de décisions radicales. Cette obsession culminera dans l'événement le plus infâme de son règne, le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais avant d'explorer cet abîme, il faut comprendre comment une reine, autrefois vulnérable, est devenue une manipulatrice redoutée. Si vous pensez que ces rituels étaient déjà effrayants, attendez de découvrir ce qu'elle a fait pour garder le pouvoir. La Reine des Ombres. Une silhouette encapuchonnée glisse dans les couloirs glacials du château de Chenonceau, une chandelle tremblante à la main. Les murmures des serviteurs s'éteignent, car tous savent que lorsque Catherine de Médicis disparaît dans les ténèbres, quelque chose d'effrayant se prépare. Si vous pensiez que ces rituels occultes étaient troublants, attendez de découvrir comment elle a manipulé la cour de France avec une précision diabolique, transformant ses ennemis en marionnettes. Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Après avoir surmonté son isolement initial à la cour française, Catherine de Médicis s'est révélée être une stratège implacable. Loin de la jeune fille vulnérable arrivée de Florence, elle a appris à tisser une toile d'intrigue si complexe que même ses plus proches alliés ne pouvaient s'en défaire. Les années 1550, marquées par les guerres de religion, ont vu Catherine émerger comme une figure centrale dans un royaume divisé. Mais ce pouvoir avait un prix, une paranoïa croissante et une propension à des actes d'une cruauté inattendue. Les historiens, comme Robert Knecht dans son ouvrage « Catherine de Médicis », décrivent son habileté à manipuler les factions catholiques et protestantes pour maintenir l'équilibre. Cependant, ce que peu mentionnent, c'est la manière dont elle utilisait des moyens non conventionnels pour asseoir son autorité. Catherine ne se contentait pas de diplomatie, elle employait des espions, des poisons et des ruses psychologiques pour intimider ses adversaires. Par exemple, des rumeurs persistantes rapportées par l'ambassadeur espagnol Diego de Zúñiga suggèrent qu'elle avait un réseau de empoisonneuses, des femmes entraînées à administrer des substances mortelles dans les banquets royaux. Ces accusations, bien que difficiles à prouver, alimentèrent la terreur à la cour, où un simple verre de vin pouvait devenir une sentence de mort. Imaginez-vous à la place d'un courtisan. Chaque mot prononcé, chaque geste observé par les yeux perçants de Catherine. Elle avait une mémoire prodigieuse, capable de se souvenir des moindres détails d'une conversation des années auparavant. Cette capacité, combinée à son talent pour lire les émotions, lui permettait de déceler les traîtres avant même qu'ils ne passent à l'acte. Mais cette hypervigilance avait un revers. Elle voyait des complots là où il n'y en avait pas. Et sa méfiance la poussait à des extrêmes. Une anecdote troublante, rapportée dans les mémoires de Pierre de l'Estoile,
raconte comment elle fit emprisonner un noble innocent sur la base d'un rêve prophétique, convaincu qu'il conspirait contre elle. L'homme mourut dans une cellule humide, sans jamais comprendre son crime. Du point de vue psychologique moderne, cette paranoïa pourrait être analysée comme un trouble anxieux, exacerbé par le stress constant de sa position. Les travaux de la psychologue Karen Horney sur la méfiance névrotique décrivent des comportements similaires. Une peur chronique de la trahison qui conduit à des actions préventives extrêmes. Pour Catherine, chaque menace, réelle ou imaginaire, renforçait son besoin de contrôle, la poussant à des actes de plus en plus sombres. Ses décisions n'étaient pas seulement politiques, elles étaient imprégnées d'une obsession presque surnaturelle pour protéger sa dynastie coûte que coûte. Un épisode particulièrement glaçant concerne son implication dans des disparitions mystérieuses à la cour. Des courtisans, souvent des huguenots ou des rivaux politiques, disparaissaient sans laisser de traces après avoir croisé le chemin de Catherine. Les archives du Louvre mentionnent des oubliettes, des cachots secrets où des prisonniers étaient laissés à l'abandon. Bien que les preuves directes soient rares, les rumeurs de l'époque, amplifiées par les pamphlets protestants, décrivaient Catherine comme une sorcière manipulant des forces obscures pour éliminer ses ennemis. Ces récits, bien qu'exagérés, reflétaient une vérité plus profonde. Sa capacité à inspirer la peur était une arme aussi puissante que n'importe quelle armée. Mais Catherine n'était pas seulement une manipulatrice froide. Elle était aussi une mère, désespérée de protéger ses enfants dans un monde où la couronne était une cible constante. Ses fils, François II, Charles IX et Henri III, étaient faibles, tant physiquement que politiquement, et elle voyait en eux la continuation de sa lignée. Cette obsession maternelle, mêlée de superstition, la conduisit à des actes qui choquent encore aujourd'hui. Par exemple, elle consultait régulièrement des astrologues pour déterminer les mariages de ses enfants, croyant que les étoiles pouvaient garantir leur survie. Mais lorsque les astres prédisaient un malheur, elle n'hésitait pas à prendre des mesures extrêmes, parfois au détriment de ses propres enfants. Cette dualité, une femme à la fois protectrice et destructrice, rend Catherine fascinante. Elle n'était pas simplement une méchante de l'histoire. Elle était un produit de son époque, où la survie exigeait des sacrifices impensables. Alors que la tension entre catholiques et huguenots atteignait son paroxysme, Catherine se préparait à prendre une décision qui marquerait l'histoire à jamais. Mais si vous pensez que sa manipulation était terrifiante, attendez de voir ce qu'elle a orchestré dans l'ombre du massacre de la Saint-Barthélemy. Le sang de la Saint-Barthélemy. Une cloche retentit dans la nuit parisienne, brisant le silence oppressant. Des cris déchirent, et le pave UA0 Tuba 12 Tangtam 2025 0008 33 Pouzo 700. Catherine de Médicis, la reine au regard d'acier, se tenait au cœur de cette tempête sanglante, orchestrant l'un des massacres les plus infâmes de l'histoire. Mais était-elle une marionnettiste cruelle ou une mère désespérée protégeant son trône? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Le 24 août 1572, Paris devint un charnier. Le massacre de la Saint-Barthélemy, déclenché après l'assassinat de l'amiral Gaspard de Coligny, chef des Huguenots, vit des milliers de protestants massacrés dans les rues. Les chiffres varient, mais les historiens, comme Barbara Diffendorf dans Beneath the Cross, estiment que 5 000 à 30 000 personnes périrent en quelques jours. Catherine de Médicis, mère du roi Charles IX, est souvent désignée comme la principale instigatrice de cette horreur. Mais la vérité est plus complexe, et les détails de son implication révèlent une facette terrifiante de sa psyché. Catherine,
alors régente de fait pour son jeune fils, naviguait dans un royaume déchiré par les guerres de religion. Les Huguenots, protestants réformés, menaçaient l'autorité catholique de la couronne. Et la tension était à son comble lors du mariage de Marguerite de Valois, la fille de Catherine, avec Henri de Navarre, un protestant. Ce mariage, censé apaiser les tensions, fut le prélude au carnage. Selon les mémoires de Marguerite, Catherine avait initialement espéré une réconciliation. Mais lorsque Coligny, un leader influent, survécut à une tentative d'assassinat, elle craignit une révolte huguenote. Les archives, comme les lettres de l'ambassadeur toscane Petrucci, suggèrent qu'elle ordonna alors une purge ciblée des chefs protestants. Ce qui suivit échappa à tout contrôle. Imaginez-vous dans Paris cette nuit-là. Des maisons marquées d'une croix blanche, des foules enragées traquant les Huguenots, le sang coulant dans les caniveaux. Catherine, depuis le Louvre, observait-elle ce chaos avec satisfaction ou horreur? Les récits divergent. Certains, comme l'historien Nicolas Sutherland, affirment qu'elle avait planifié un massacre limité pour neutraliser les menaces, mais que la violence populaire l'a dépassé. D'autres, comme les pamphlets protestants de l'époque, la dépeignent comme une Jézabel italienne, savourant chaque goutte de sang versé. La vérité réside peut-être dans son pragmatisme glacial. Pour protéger la dynastie Valois, elle était prête à tout, même à laisser Paris sombrer dans la barbarie. Du point de vue psychologique moderne, son rôle dans le massacre peut être vu comme une manifestation extrême de ce que les psychologues appellent le dilemme du pouvoir. Selon Robert Greene, auteur de The 48 Laws of Power, les dirigeants confrontés à des menaces existentielles adoptent souvent des mesures radicales pour survivre. Catherine, hantée par la peur de perdre le contrôle, choisit la voie la plus sombre. Mais ce qui rend cet épisode encore plus troublant, ce sont les rumeurs de ses pratiques occultes, à ce moment précis. Des témoignages, comme ceux de l'ambassadeur vénitien Cavalli, rapportent qu'elle consulta ses astrologues avant le massacre, cherchant des signes célestes pour justifier ses actes. Un miroir magique, qu'elle gardait dans ses appartements, aurait révélé une vision de Paris en flammes, une prophétie qu'elle interpréta comme un feu purificateur. Ces détails, bien que partiellement spéculatifs, peignent une image effrayante. Une reine guidée par des visions surnaturelles, orchestrant un bain de sang pour apaiser les étoiles. Pourtant, Catherine n'était pas dénuée d'humanité. Les lettres qu'elle écrivit à ses enfants révèlent une femme rongée par l'angoisse, craignant pour leur avenir dans un royaume en guerre. Cette dualité, une manipulatrice impitoyable et une mère désespérée, rend son personnage insaisissable. Elle n'était pas simplement une méchante, elle était une femme piégée par les circonstances, dont les décisions ont engendré une tragédie nationale. Le massacre de la Saint-Barthélemy marqua un tournant dans son règne. La cour, déjà divisée, devint un nid de méfiance. Les Huguenots survivants, comme Henri de Navarre, la haïssaient, tandis que les catholiques extrêmes, comme les Guises, la soupçonnaient de faiblesse. Catherine, désormais surnommée la Reine Noire, se retrouva plus isolée que jamais. Mais loin de s'effondrer, elle redoubla d'efforts pour consolider son pouvoir, utilisant des méthodes encore plus retorses. Si le massacre vous a horrifié, attendez de découvrir les secrets qu'elle a emportés dans sa tombe, les murmures de la folie. Dans une pièce secrète du château de Blois, une chandelle vacille, projetant des ombres tordues sur des murs ornés de tapisseries. Catherine de Médicis, désormais marquée par le sang de la Saint-Barthélemy, s'enferme seule, murmurant à des forces invisibles. Était-elle en train de perdre la raison ou cherchait-elle à conjurer des démons intérieurs? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous
et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Après le massacre de 1572, Catherine de Médicis devint une figure encore plus énigmatique. Si les rues de Paris portaient encore les cicatrices du carnage, son esprit semblait lui aussi fracturé. Les années qui suivirent révélèrent une femme aux prises avec une paranoïa croissante, alimentée par ses visions occultes et sa peur constante de perdre le contrôle. Cette partie explore un aspect rarement abordé, la descente de Catherine dans une forme de folie, où la frontière entre réalité et illusion s'effaçait, la poussant à des actes encore plus troublants. Les archives historiques, comme les écrits de l'historien Pierre de Brantôme, décrivent une Catherine de plus en plus recluse, passant des heures dans des pièces isolées, entourée de ses miroirs magiques et de ses conseillers astrologiques. Elle croyait fermement que les étoiles pouvaient prédire les trahisons, et ses décisions politiques étaient souvent influencées par des prophéties ambiguës. Par exemple, après la Saint-Barthélemy, elle consulta frénétiquement Nostradamus et d'autres devins pour interpréter des rêves récurrents de sang et de feu. Ces visions, qu'elle décrivit dans des lettres à sa confidente, Claude Catherine de Clermont, semblaient la hanter, la convainquant que des ennemis invisibles complotaient contre elle. Imaginez-vous dans son esprit, une reine qui voit des ombres dans chaque coin, entendant des chuchotements de trahison dans le vent. Cette paranoïa n'était pas sans fondement. La cour française était un nid de vipères, où les factions catholiques et protestantes continuaient de s'affronter. Les Guises, chefs des ultra-catholiques, méprisaient son pragmatisme, tandis que les Huguenots survivants, comme Henri de Navarre, nourrissaient une haine profonde. Mais ce qui rend cette période de sa vie si troublante, c'est la manière dont elle transforma cette peur en une arme. Selon les mémoires de Marguerite de Valois, Catherine développa un réseau d'espions si vaste qu'il incluait des serviteurs, des prêtres et même des enfants. Ces mouches, comme elle les appelait, rapportaient chaque rumeur, chaque regard suspect, renforçant sa conviction que le danger était omniprésent. Un épisode particulièrement glaçant concerne son obsession pour les poisons. Les rumeurs, amplifiées par les écrits de l'ambassadeur anglais Francis Walsingham, suggèrent qu'elle possédait une pharmacie secrète, remplie de substances mortelles, concoctées par son parfumeur florentin, René Bianco. Ces poisons, souvent indétectables, étaient administrés avec une précision chirurgicale lors des banquets ou glissés dans des cadeaux. Une anecdote raconte la mort mystérieuse d'un noble huguenot, Louis de Bourbon, qui s'effondra après avoir bu un vin offert par la reine. Bien que les preuves soient circonstancielles, ces récits alimentèrent la légende noire de Catherine, la dépeignant comme une empoisonneuse sans scrupules. Du point de vue psychologique moderne, cette obsession pour le contrôle pourrait être interprétée comme un trouble obsessionnel compulsif aggravé par le stress traumatique. Selon la psychologue Judith Beck, les comportements répétitifs, comme la consultation constante des astrologues, peuvent refléter une tentative de réduire l'anxiété face à l'incertitude. Pour Catherine, chaque prophétie, chaque fiole de poison était une tentative désespérée de conjurer le chaos. Mais ces actes ne faisaient qu'amplifier sa solitude, la coupant davantage de ceux qu'elle aimait. Malgré sa réputation de froideur, Catherine restait une mère dévouée, bien que ses méthodes fussent discutables. Elle arrangea des mariages stratégiques pour ses enfants, croyant que des alliances dynastiques protégeraient la couronne. Pourtant, ses fils, Charles IX et Henri III, étaient faibles, et elle les manipulait avec une main de fer, parfois au détriment de leur santé mentale. Charles, en particulier, ne se remit jamais du massacre de la Saint-Barthélemy,
Les témoignages de l'époque, comme ceux de l'ambassadeur vénitien Morosini, décrivent un roi tourmenté, hanté par des cauchemars où il voyait les victimes du massacre. Catherine, loin de le réconforter, le poussait à durcir sa politique, convaincue que la faiblesse mènerait à leur perte. Cette période de sa vie révèle une femme déchirée entre sa soif de pouvoir et son humanité. Ses rituels occultes, ses poisons et sa surveillance obsessionnelle étaient dans des tentatives de contrôler un monde qui lui échappait. Mais chaque décision semblait la rapprocher d'un abîme plus profond, où la frontière entre la réalité et la folie devenait floue. Si sa paranoïa vous glace le sang, attendez de découvrir les secrets qu'elle a cachés à sa propre famille. Les enfants sacrifiés. Dans une salle ornée de portraits royaux, Catherine de Médicis fixe les visages de ses enfants, ses yeux brillants d'une lueur étrange. Était-elle une mère aimante ou une manipulatrice prête à sacrifier sa propre chair pour le trône? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Catherine de Médicis donna naissance à 10 enfants, dont 7 survécurent à l'enfance. Mais dans un monde où la couronne était une cible constante, ces enfants n'étaient pas seulement sa famille. Ils étaient des pions dans son jeu politique. Cette partie explore une facette méconnue de Catherine. Son rôle de mère, où l'amour se mêlait à une ambition impitoyable, menant à des choix qui choquent encore aujourd'hui. Les années 1570 furent marquées par la fragilité de la dynastie Valois. Ses fils, François II, Charles IX et Henri III, étaient de santé délicate et manquèrent de charisme pour régner seuls. Catherine, consciente de leur faiblesse, prit le contrôle de leur vie avec une précision obsessionnelle. Elle décidait de leur mariage, de leurs alliances et même de leur fréquentation, croyant que leur survie dépendait de sa vigilance. Mais cette protection avait un côté sombre. Selon les mémoires de Marguerite de Valois, Catherine n'hésitait pas à manipuler ses enfants, utilisant la peur et la culpabilité pour les plier à sa volonté. Un exemple troublant concerne Charles IX, qui régna sous l'ombre de sa mère pendant le massacre de la Saint-Barthélemy. Après l'événement, Charles sombra dans une détresse profonde, convaincu que le sang versé le poursuivrait jusqu'à sa mort. Les écrits de l'historien Denis Crouzet décrivent un roi tourmenté, souffrant de crises nerveuses et de visions cauchemardesques. Catherine, au lieu de l'apaiser, le poussait à adopter une façade d'autorité, craignant que sa faiblesse ne compromette la couronne. Certains historiens, comme Nancy Lyman Roelker, suggèrent qu'elle administrait des remèdes à base de plantes à Charles pour calmer ses crises. Mais ces concoctions, préparées par ses alchimistes, pouvaient contenir des substances toxiques qui aggravèrent sa santé. Imaginez-vous à la place de ses enfants, grandir sous le regard scrutateur d'une mère qui voit en vous non seulement un être cher, mais aussi un outil politique. Marguerite de Valois, dans ses mémoires, raconte comment Catherine la força à épouser Henri de Navarre, malgré ses réticences, pour sceller une alliance fragile. Lorsque le mariage déclencha le massacre, Marguerite se sentit trahie. Mais Catherine justifia son choix comme un sacrifice nécessaire pour la paix. Ce pragmatisme glacial révèle une femme prête à tout, même à briser le cœur de sa fille, pour protéger la dynastie. Du point de vue psychologique, cette dynamique évoque ce que les experts appellent un attachement ambivalent. Selon John Bowlby, les parents qui alternent entre affection et contrôle extrême peuvent causer des traumatismes durables chez leurs enfants. Pour les enfants de Catherine, cette ambivalence était constante. Elle les aimait, mais les utilisait sans scrupule. Henri III, son fils préféré, devint lui-même un roi instable,
influencée par les manipulations de sa mère et par ses propres extravagances. Un détail particulièrement sinistre concerne les rumeurs entourant la mort de Charles IX en 1574. À seulement 24 ans, il succomba à une maladie mystérieuse, marquée par des sueurs de sang. Les pamphlets protestants accusèrent Catherine d'avoir empoisonné son propre fils pour placer Henri III, plus malléable, sur le trône. Bien que ces accusations soient probablement exagérées, elles reflètent la méfiance généralisée envers elle. Les analyses modernes, basées sur les descriptions de ces symptômes, suggèrent une tuberculose aggravée par le stress, mais l'ombre du soupçon plane toujours. Catherine, en manipulant ses enfants, sacrifia leur bonheur pour un idéal de pouvoir. Mais ces sacrifices ne firent qu'affaiblir la dynastie qu'elle cherchait à protéger, la rapprochant d'un destin tragique. Si ces choix de mère vous choquent, attendez de voir comment elle a tenté de contrôler la mort elle-même, la danse avec la mort. Une odeur de cire et d'encens flotte dans les appartements de Catherine, où des chandelles noires brûlent à côté d'un miroir terni. À l'approche de sa fin, la reine semblait défier la mort elle-même. Mais à quel prix? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. Vers la fin de sa vie, Catherine de Médicis, âgée et affaiblie, semblait plus que jamais obsédée par l'idée de contrôler son destin. Les années 1580, marquées par des guerres de religion incessantes et la montée de la Ligue catholique, furent un crépuscule sombre pour la reine. Cette partie explore son ultime bataille, une lutte contre la mort, où ses pratiques occultes atteignirent un paroxysme terrifiant. Catherine, désormais dans la soixantaine, souffrait de douleurs chroniques et d'une santé déclinante. Les archives médicales de l'époque, comme celles conservées à la Bibliothèque nationale de France, décrivent des symptômes de fatigue extrême et de fièvres intermittentes. Mais ce qui est moins connu, c'est son refus obstiné de se soumettre à la maladie. Selon les témoignages de ses serviteurs, rapportés par l'historien Léonie Frida, elle consultait des alchimistes pour trouver des élixirs de longévité, mélangeant des herbes rares, des métaux précieux et même du sang animal dans des potions douteuses. Ces concoctions, souvent toxiques, reflétèrent son désespoir de repousser l'inévitable. Imaginez-vous dans ces dernières années, une reine autrefois puissante, réduite à murmurer des incantations dans des pièces sombres, convaincue que la mort pouvait être négociée. Ces rituels devinrent encore plus étranges. Des rumeurs, relayées par l'ambassadeur espagnol Mendoza, parlent de cérémonies où elle utilisait des talismans gravés de symboles kabbalistiques, croyant qu'ils pouvaient prolonger sa vie. Un détail particulièrement macabre concerne une bague qu'elle portait constamment, censée contenir un fragment d'os humain, un charme pour éloigner la mort. Du point de vue psychologique, cette obsession reflète une peur pathologique de l'impuissance, un trait commun chez ceux qui ont exercé un contrôle absolu. Selon Elisabeth Kubler-Ross, experte en thanatologie, le déni de la mort peut pousser à des comportements extrêmes. Pour Catherine, ces rituels étaient une ultime tentative de maîtriser son destin, comme elle l'avait fait toute sa vie. Mais ils ne firent qu'amplifier sa solitude, la coupant de ses derniers alliés. Sa fin arriva en janvier 1589 dans le château de Blois, peu après l'assassinat du duc de Guise, qu'elle avait approuvé pour protéger son fils Henri III. Selon les récits de l'époque, elle mourut dans une souffrance atroce, murmurant des paroles incohérentes sur des visions de sang et de trahison. Les médecins attribuèrent sa mort à une pleurésie, mais les rumeurs persistèrent, suggérant un empoisonnement accidentel par ses propres élixirs. Sa mort, comme sa vie, fut entourée de mystères.
Mais la véritable horreur de Catherine ne s'arrête pas à sa mort. Attendez de découvrir son héritage maudit. L'héritage maudit. Des siècles après sa mort, le nom de Catherine de Médicis résonne encore comme un écho de terreur. Mais quel est le véritable héritage de cette reine, dont les actions ont marqué la France d'une cicatrice indélébile? Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire. La mort de Catherine en 1589 ne mit pas fin à son influence. Au contraire, son héritage continua de hanter la France, à travers la mémoire collective, les récits historiques et même les superstitions. Cette dernière partie explore l'impact durable de ses actions, révélant une vérité choquante. Son rôle dans le massacre de la Saint-Barthélemy et ses intrigues ont non seulement façonné son époque, mais aussi redéfini la perception du pouvoir féminin dans l'histoire. Après sa mort, la dynastie Valois, qu'elle avait désespérément cherché à protéger, s'effondra. Henri III, son dernier fils à régner, fut assassiné quelques mois plus tard, en août 1589, laissant le trône à Henri de Navarre, devenu Henri IV. Ce dernier, un protestant converti au catholicisme, mit fin aux guerres de religion avec l'édit de Nantes en 1998. Mais l'ironie est cruelle. L'alliance que Catherine avait tenté de forger avec le mariage de Marguerite et Henri fut ce qui permit à la dynastie des Bourbons de supplanter les Valois. Son sacrifice ultime, ses enfants, sa santé mentale et sa réputation fut en vain. Les pamphlets et récits de l'époque continuèrent de la dépeindre comme une figure maléfique. Les protestants, en particulier, firent d'elle un symbole de tyrannie, surnommée la Reine Serpent. Même les catholiques, comme les membres de la Ligue, la critiquaient pour sa politique conciliante envers les Huguenots avant le massacre. Cette diabolisation, amplifiée par des écrivains comme Agrippa d'Aubigné, transforma Catherine en une caricature, occultant ses nuances. Pourtant, des historiens modernes, comme Hélène Cruz, soulignent qu'elle était avant tout une pragmatique, contrainte par un monde où le pouvoir féminin était vu comme une aberration. Un détail troublant concerne les objets qu'elle laissa derrière elle. Après sa mort, ses appartements furent fouillés, révélant une collection de talismans, de manuscrits alchimiques et de miroirs brisés. Selon une légende rapportée par l'historien Jean Delumeau, certains de ces objets furent brûlés par peur de leur pouvoir maudit. D'autres, comme une série de tapisseries commandées par Catherine, semblent contenir des symboles ésotériques, suggérant qu'elle codifiait ses croyances occultes dans son art. Ces artefacts continuent de fasciner, certains étant exposés au musée du Louvre, où les visiteurs rapportent une sensation étrange en leur présence. Du point de vue sociologique, l'héritage de Catherine reflète les tensions de son époque. Selon Max Weber, les périodes de crise religieuse, comme les guerres de religion, amplifient les figures de boucs émissaires. Catherine, en tant que femme étrangère et puissante, devint une cible idéale. Mais elle contribua aussi à cette image par ses choix. Le massacre de la Saint-Barthélemy, ses rituels occultes et sa manipulation impitoyable firent d'elle une légende noire. Aujourd'hui, Catherine reste une énigme. Était-elle une sorcière manipulatrice, une mère désespérée ou une visionnaire incomprise? Son histoire nous force à nous interroger sur le coût du pouvoir et les sacrifices qu'il exige. Si cette histoire vous a choqué, partagez-la, appuyez sur le bouton like et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques terrifiants.